Connaissance. Recherche. Sciences. Des sciences mathématiques. Théorie. Physique. Philosophie. Conférences. Archéologie. Nature. Merci, mesdames. Alors, je vois des gens qui se précipitent vers le bar à huîtres. Je vous en prie, gardez-nous des places, quand même. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. J'ai oublié, il y a une heure, de vous présenter de manière un peu plus solennelle et officielle d'abord ma voisine de droite, donc, qui est maître de conférence à l'université de La Rochelle, avec laquelle nous avons fait plein de chantiers archéologiques, et tout récemment une exposition qui va s'ouvrir la semaine prochaine au musée de Lyon. Et d'autre part, ma voisine de gauche, qui donc est doctorante à l'université de Bordeaux et qui va soutenir sa thèse sur les jonquilles. Les jonquilles, c'est ça? Non, j'ai pas très bien compris. Ah, les coquilles, oui. Pas les jonquilles, oui. D'accord. Donc au printemps prochain. Alors, en vous écoutant toutes les deux, je me disais, mais qu'est-ce que Camille Jullian aurait pensé de tout ça? Je crois qu'il aurait été plutôt enthousiasmé. Parce que c'était à cette époque des gens qui étaient finalement très proches du mouvement géographique Vidal de la Blache. D'ailleurs, la grande histoire de Camille Jullian s'ouvre par un panorama de géographie qui est absolument éblouissant. Et ultérieurement, l'histoire de la Vis également s'ouvre par un panorama. Et on sent bien qu'ils doivent regretter d'une certaine manière, notamment Jullian, qui s'interroge toujours sur les côtes, sur l'Atlantique, sur la Méditerranée, en disant on n'en sait pas assez, il faudrait que ça bouge tout ça, a été très content de voir ces nouvelles avancées qui, évidemment, ne sont dues qu'à des progrès interdisciplinaires. C'est pas nous qui les avons créés, on profite de ce qui se passe aujourd'hui, on a la chance de pouvoir entraîner dans notre giron un certain nombre de collègues, comme vous avez montré, des géologues, des palynologues, et bien d'autres. Mais vous voyez combien ce nouveau regard change beaucoup de l'histoire institutionnelle sur laquelle on a si longtemps vécu. Alors moi, j'aimerais bien que Laurent Stranois puisse nous en dire un peu plus sur les contacts, disons, très anciens entre Barzan et le monde gallo-romain, et le monde étranger, les Étrusques, les Grecs. À quand remontent les traces les plus anciennes? Les traces les plus anciennes, c'est celles qui ont été trouvées dans les sondages assez limités qui ont été faits dans la zone du sanctuaire principal, et qui ont mis au jour de la céramique qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, 6e, 5e avant Jésus-Christ, incontestablement. Donc la fin du premier âge du fer, Barzan a dû être un site important puisqu'il y a un commerce international dont il est réceptionnaire. Enfin, c'est frappant de voir qu'il y a une continuité, mais quand même, il y a une reprise très nette à la fin du deuxième âge du fer. Il y a sans doute eu un pôle important fin du premier âge du fer, puis, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, un mouvement plutôt descendant avant que la reprise d'activité reprenne à la fin du deuxième âge du fer, alors que l'oppidum voisin de Villemortagne, lui, déclinait. Il y a une espèce de jeu de bascule. Et puis, dans le prolongement, eh bien, la ville gallo-romaine s'est mise en place, sans rupture. Mais est-ce que, par rapport aux trouvailles qui ont été faites en Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre, vous arrivez à faire des liens?
Non, pour le moment, on en est encore un petit peu à l'orée de la recherche là-dessus. C'est justement un des points sur lesquels j'aimerais beaucoup qu'on avance aujourd'hui. Et bien sûr, alors non seulement Barzan, mais aussi Sainte, parce qu'au fond, on ne peut pas rester le regard fixé sur Barzan, ce serait très réducteur. Et il est très important aujourd'hui de comprendre les relations qui ont pu être entretenues très tôt entre les divers sites proto-historiques puis romains, et de savoir quelles ont été les relations commerciales, à plus ou moins longue distance d'ailleurs, avec le site de Rezé par exemple, mais également avec les côtes d'Angleterre. Et c'est pour cette raison qu'on met en place ce programme, et les céramologues bien sûr vont être sollicités afin de voir jusqu'où les productions ont pu aller. Ça, pour le moment, je ne peux pas vous apporter de réponse très précise, mais simplement vous dire que nous sommes déterminés à avancer dans cette direction. Moi, je me rappelle très bien, lorsqu'on a commencé l'histoire de la France urbaine dont je vous parlais tout à l'heure, une des idées que nous avions avec Crouta, Février et moi-même, c'était de dire les capitales de cité, ça va bien, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il faut regarder ce qui se passe à côté, il faut regarder les agglomérations secondaires, il faut regarder les ports, il faut regarder les nœuds économiques. Bon. Oui. Oui, si je peux ajouter un mot, c'est aujourd'hui on a bien l'impression que nous devons sortir de nos sites pour raisonner dans un contexte de réseau. Il y a eu un réseau portuaire, il y a eu une espèce de maillage du territoire. Donc Barzan en tant que tel, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est la relation de Barzan avec le maillage du territoire et avec les voisins, que ce soit à la fin de l'âge du fer ou à l'époque romaine. C'est pour cette raison qu'on aimerait essayer de fédérer une équipe autour de ces questions-là, pour sortir de la capitale. Et je crois d'ailleurs que cette manière de travailler nous permettra de mieux comprendre la capitale elle-même. Est-ce que tu accorderais une importance vitale au rôle des transports maritimes sur l'océan? Parce qu'autrefois, finalement, il y avait la Méditerranée, il y avait les grandes épaves, et on disait, les Romains, à part César qui décrit son expédition avec, pour la première fois, dit-il, une flotte romaine qui va au nord du Portugal. Bon. Est-ce que... quand? Comment? Pythéas? Oui. Je ne sais pas. C'est-à-dire que ça a été sous-estimé pendant très longtemps parce que, tout simplement, on ne trouvait pas d'épave. Il n'y a pas d'épave en Atlantique. Et puis il y a Ouessant. Et puis il y a les fouilles récentes de Ouessant, qui sont évidemment des découvertes majeures. Pas mal de coquillages. Ah oui. Il y en a partout. Non, je crois qu'on a longtemps été limité par la vision qu'on avait du monde méditerranéen, qui nous a un petit peu, qui a faussé l'image. On a projeté au fond le monde méditerranéen sur l'Atlantique faussement, parce qu'en Atlantique on ne trouvait pas d'épave. Et les structures portuaires, comme vous l'avez vu, sont évanescentes, c'est très opaque, c'est un milieu opaque. Mais je suis convaincue, et il restera à le prouver maintenant, qu'il y a eu des relations maritimes. Il y a eu des relations maritimes entre la côte atlantique et la Grande-Bretagne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne, mais ça, c'est des... et ceux qui travaillent justement sur les conditions nautiques considèrent que c'est probable, c'est dans le domaine de la probabilité. Le réseau des rivières et des fleuves a joué un rôle majeur dans le commerce, ça a déjà été prouvé, on le sait. Mais je pense que dans les années à venir, on arrivera, j'espère en tout cas, à montrer que la mer a aussi été un espace... Ce qui est absolument frappant, c'est la monumentalité qui a pu être découverte par les fouilles de Barzan. C'est quand même des avenues absolument extravagantes, un théâtre, une mise en scène sur le port, c'est pas rien. Il faut imaginer les gens qui sortaient des bateaux, qui devaient voir... quelque chose d'absolument incroyable. La monumentalité, ce n'était pas pour eux, c'était pour ceux qui arrivaient, je crois. Tout à fait, donc il s'agissait de frapper un grand coup. Et donc la relation avec Sainte, il devait y avoir les grands magistrats des Santons qui s'occupaient de tout ça. Voilà, qui sont les commanditaires de cette architecture? Oui, tout à fait. L'idée, c'est qu'au fond, ce sont les mêmes à Sainte et à Barzan qui financent ce type d'architecture monumentale, très scénographique, et qui
qui à Saintes n'avait peut-être pas la place de mettre en place des programmes aussi extravagants, le mot est vraiment juste, alors qu'à Barzan, le terrain est moins cher, on est dans le cadre d'une agglomération, il y a de l'espace, on est moins contraint à la fois par l'espace et peut-être aussi par le prix des terrains, il faut prendre en compte ces données-là, et donc les élites ont pu s'en donner à cœur joie et mettre en place, ont imité ce qui était à la mode à l'époque, les portiques à exèdre. C'est une architecture très banale comme type d'architecture. Ce qui n'est pas banal, c'est la forme qu'elle prend ici. Et la longueur. Oui, c'est-à-dire je ne connais pas d'autres exemples oui. En Gaule, ni ailleurs, même dans le monde romain, même en allant chercher en Orient, de ce type. C'est très, très, très curieux. Et c'est tellement curieux que quand on l'a découvert, on a mis du temps avant d'y croire. Il a fallu 3 campagnes de fouilles avant qu'on se dise, bon, mais oui, finalement, c'est bien ça. Parce qu'on avait l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'aberrant, ou que nos hypothèses étaient aberrantes. Mais finalement, il faut bien se résoudre à constater ce qui existait. Pourquoi les huîtres sont-elles plates? C'est l'espèce qui veut ça. Les Belons, les Portugaises, alors racontez-moi tout là-dessus. Alors, vous voulez que je vous raconte? Alors en fait, les Romains ne mangent que de l'huître plate. Il y en a d'autres qui existent, je vous avais dit non, parce qu'à l'époque, la seule huître présente sur les côtes européennes, c'est l'huître plate. Donc, je vous ai dit que je ne vous donnerais pas de nom latin, mais celle-ci, elle s'appelle Ostrea edulis. Et vient d'où? C'est l'huître indigène des côtes européennes. Donc, elle vit sur les côtes européennes. Celle que vous mangez aujourd'hui, c'est de l'huître creuse, donc de la Crassostrea gigas. Parce qu'on n'a pas les moyens de se payer des huîtres plates qui sont très chères. Voilà. Les très plates sont très bonnes et très chères, et les très creuses, on peut en manger tout le temps. C'est des huîtres portugaises, mais qui ont été importées du Japon. Alors, quelle est l'histoire de l'affaire? Quelle est l'histoire de l'affaire? Racontez-moi la naissance, le remplacement. L'âge adulte d'une petite huître. Alors, jusqu'au XVIIIe siècle, Ostrea edulis, donc l'huître plate, est cette huître qui vit sur nos côtes. Mais on l'aime beaucoup, et on l'aime tellement qu'on surexploite les bancs et les gisements naturels. Et au bout d'un moment, les gisements naturels disparaissent, s'épuisent, et il faut bien trouver une solution pour satisfaire aux besoins des populations. Et donc, on décide d'acclimater sur les côtes européennes une huître pacifique, qui est l'huître japonaise. Et donc, cette huître japonaise, qui aujourd'hui est reconnue comme étant aussi l'huître portugaise, enfin je vous passerai le détail, qui est Crassostrea gigas, commence donc à venir s'installer sur nos côtes. Et c'est cette huître-là, qui est beaucoup plus résistante que l'huître plate, qu'on va mettre en élevage. Et donc c'est cette huître-là qui voit véritablement la naissance de l'ostréiculture au XIXe siècle, pour satisfaire cette demande toujours croissante en huître. Et sur les conditions de transport, vous avez étudié un peu la chose? Alors, je sais qu'on a 2 ou 3 textes et puis 1 ou 2 représentations. On n'a même pas de représentation d'ailleurs. Oui, alors en ce qui concerne le transport des huîtres et leur conservation, les textes n'en parlent pratiquement pas. On n'a pas de représentation iconographique, si ce n'est quelques plats en argent demandeurs qui représentent quelques paniers où on perçoit peut-être éventuellement des coquillages, ce qui n'est pas sûr. Sinon, alors, il faut oublier un petit peu nos repères actuels en matière d'hygiène et sécurité, etc. J'ai rencontré des ostréiculteurs qui m'ont dit qu'une huître plate, si elle est correctement entreposée dans sa bourriche, donc c'est-à-dire valve creuse dessous, avec des algues qui vont produire de l'humidité, qu'elle est bien serrée dans sa bourriche, une huître plate, elle peut se conserver vivante, donc condition indispensable pour la manger, pendant 12 jours à 7 degrés. Il ne faut pas que ça passe en dessous. Donc 12 jours, c'est largement suffisant pour rejoindre Lyon, il me semble. Donc, et la légende des mois en R, c'est peut-être pas une légende, peut-être que les huîtres, elles étaient plus facilement transportables pendant les mois d'hiver, et peut-être effectivement en bourriche, tout simplement. Dans des bourriches. Alors, il y a une découverte à Besançon qui nous laisse penser que c'était peut-être en effet des bourriches. On a découvert dans une cave
un tas d'huîtres. Et en fait, le tas avait gardé la forme du contenant, c'est-à-dire qu'ils étaient en cube. Et donc en fait, vraisemblablement, ce qui contenait les huîtres s'est détérioré, mais la bourriche a gardé sa forme de bourriche. Donc pourquoi pas des sortes de corbeilles en osier, pourquoi pas, qui servaient à transporter les huîtres. Bon, pour finir, vous nous donnez une recette? Une recette. L'une et l'autre? La Le mienne, coquillage? de l'huître plate, évidemment. Avec quoi? Rien du tout. Alors Laurence m'a indiqué le vin. Un petit vin de Charente. Un petit vin des Charentes. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. À la semaine prochaine. Ah non, attendez. Non, j'avais oublié, je voulais vous montrer un petit bouquin, allez, regarde pas, que j'ai considéré comme une petite merveille. Ça s'appelle La France gallo-romaine. C'est publié chez La Découverte. Les co-auteurs sont Laurence Tranois, je ne sais plus si ce nom me dit quelque chose, il me semble, et d'autre part Martial Monteil, qui est à l'université de Nantes. Nantes, oui. De Nantes. Voilà. C'est vraiment une mise au point sur l'archéologie, mais aussi ce qu'a apporté la réflexion sur les textes, sur l'épigraphie, qui, moi, m'a touché très, très profondément. Et je suis très, très heureux de vous le montrer. À la semaine prochaine.